Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de son émission Ngofé, Ivoire 114 TV L'Afrique Nouvelle a le plaisir d'accueillir pour vous M. Bernard Doza. M. Bernard Doza, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Ngofé est une émission de Ivoire 114 TV qui donne donc la parole aux politiciens, aux hommes de médias, à toute personne qui veut expliquer aux Africains le pourquoi de l'émancipation, de son émancipation. Donc, M. Bernard Doza, soyez le bienvenu à Ivoire 114. D'entrée de jeu, qui est M. Bernard Doza? Comment pouvons-nous vous présenter? Bon, M. Bernard Doza, d'abord, c'est un Ivoirien, un Africain venu à Paris dans les années 77 pour poursuivre des études universitaires et qui est devenu journaliste après avoir été militant et étudiant de la génération des années 80. Il est devenu journaliste en 1983 et conseiller du président Blaise Compaoré au lendemain de l'assassinat de Sankara en 1988 et après auteur du livre Liberté confisquée, le complot franco-africain, dans lequel livre j'ai essayé d'expliquer le combat du peuple ivoirien face à la dictature fouettiste. Et après, j'ai continué l'information, j'ai continué des meetings un peu partout en Europe, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark. Ensuite, j'ai continué en Afrique, au Sénégal, au Niger, aussi au Bénin à l'époque, où j'ai fait une conférence en 1997. Et aujourd'hui, je suis en exil politique au Bénin parce que j'ai été délocalisé, selon les termes employés par la police française, vers le Bénin en 2008 pour raison de complot contre l'armée française. Et aujourd'hui encore, je suis revenu à Paris aujourd'hui pour lancer un message aux Ivoiriens, surtout après le bombardement du 11 avril 2011 par l'armée française et l'armée d'ONUCI. Et je pense que cette nouvelle année qui s'approche va être une année décisive pour la Côte d'Ivoire, puisqu'on parle d'élections présidentielles, et alors que nos amis sont encore en prison. Alors, justement, en 2015, il va y avoir les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Trouvez-vous le climat propice pour qu'il y ait des élections? Écoutez, moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que déjà en 2010, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une organisation d'élections sous tension, puisque la rébellion qui a frappé 2002, la Côte d'Ivoire n'ayant pas été désarmée, jusqu'aux derniers accords de Ouagadougou, il avait été question qu'avant d'aller aux élections, il était au préalable convenu que la rébellion désarme, ce qui n'a pas été le cas. Et nous qui étions à Abidjan, on a quand même vu que pour la première fois, dans un pays qui est quand même au 21e siècle, où il y a des populations, Abidjan quand même c'est 7 500 000 habitants. Pour la seule ville, nous avons été bombardés par 4 armées étrangères. La Force Licorne, l'ONUCI, l'ECOMOG et la FRC, qui sont un ramassé de tous les jeunes de la sous-région, venus donc prêter main forte à Alassane Ouattara. Bon, moi je n'entre pas dans le détail de ce qui a été fait juridiquement, si oui ou non les élections devaient avoir lieu, si oui ou non qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous avons un combat depuis 1988, qui est le combat de la libération de la Côte d'Ivoire du joug colonial français. Voilà un peu notre combat. Parce que Sarkozy continue à dire partout qu'il a enlevé Gbagbo en Côte d'Ivoire pour y mettre Alassane Ouattara. Ça nous ramène à quoi? À ce que je disais dans Liberté confisquée, que depuis les indépendances africaines de 1960, les 14 pays africains francophones ne sont en réalité qu'une sous-préfecture de la France, où elle impose qui elle veut selon ses intérêts. Vous voyez,
Cela veut dire qu'aujourd'hui, moi qui suis entré dans le système politique franco-africain, qui a côtoyé le pouvoir franco-africain en accompagnant des chefs d'État en exercice, je sais qu'aujourd'hui, qu'aucun président africain ne peut être élu sans avoir été d'abord avalisé à Paris par une cellule obscure qu'on appelle la France-Afrique. Vous avez été conseiller de M. Blaise Compaoré. Absolument. Voilà, et aujourd'hui, il est déchu par sa population. Quel est le sentiment que vous éprouvez? Le problème qui est posé au niveau du Burkina Faso, c'est la trajectoire de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir au moment où Faure-Brémy était vieillissant. La France avait donc besoin d'une nouvelle personnalité capable de pouvoir renouveler le personnel politique dans la sous-région. Elle a donc trouvé, comme Napoléon à l'époque, comme Seyès à l'époque au lendemain de la Révolution, elle a trouvé un sabre. Ce sabre, c'est Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est donc venu pour faire un travail qui était d'abord de mettre à feu et à sang la sous-région. Il a financé et armé la guerre en Sierra Leone, il l'a fait au Libéria, il a tenté de faire un coup d'État au Ghana qui a échoué, il a tenté en Mauritanie qui a échoué, il a tenté au Mali, ça a échoué. Et finalement, il a armé la rébellion ivoirienne. Donc, aujourd'hui, Blaise Compaoré s'en va après 27 ans, au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara, à qui on reprochait d'avoir changé le nom du Burkina Faso, qui était à l'époque la Haute-Volta. C'est ça. Donc c'est le changement du nom qui a valu à Thomas Sankara son assassinat. Aujourd'hui, Blaise Compaoré s'en va parce qu'il n'a pas pu écouter ses maîtres de Paris qui lui ont proposé une bonne sortie en lui offrant la direction de la francophonie qu'il a refusée. Donc on a préféré donc laisser monter la colère populaire qu'on a laissé gronder et monter jusqu'à ce que Blaise Compaoré soit dans l'impossibilité d'une autre alternative pour que la France vienne le prendre du côté de l'Alliance, pas loin de son pays. Donc c'est un scénario que nous connaissons. Beaucoup de jeunes Africains que j'ai rencontrés en Afrique, où je suis depuis 4 ans, fait un peu toute la sous-région, les jeunes Africains ne comprennent pas de quoi on parle quand quelqu'un, un jeune à 25 ans ou 30 ans, qu'il sort de l'université avec une licence, une maîtrise, voire même un BEA, et que dans son propre pays, il ne trouve pas de travail. Il ne comprend pas. Il ne comprendra pas. Parce que selon vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Écoutez, quand on l'explique, c'est clair. Dans Liberté confisquée, j'avais déjà essayé de jeter quelques éléments en expliquant que, à la veille des indépendances, la France ayant confisqué totalement tout le pouvoir politique africain, n'avait jamais réellement jeté les bases d'un développement sur le continent africain. Puisqu'on ne considérait pas que dans ces pays-là, il vivait des peuples. On a considéré que c'était des indigènes. Or, dans la société, quand on veut être un citoyen, le terme citoyen ne se décrète pas. En France, pour que naisse le citoyen, avant d'être citoyen, il était d'abord un manant. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne considérait pas. À l'Assemblée nationale de la France, à l'époque, les députés qui venaient du peuple avaient un seul mandat lors du vote, à côté des députés de la monarchie et des députés du clergé. Donc, le clergé qui était allié à la monarchie était toujours majoritaire dans le vote pour la maintenance de la monarchie au pouvoir. Il a fallu la révolution pour que les députés du peuple, qui avaient eux tous une seule voix, puissent avoir une voix pour chaque député. Donc ils sont passés du statut de mandat, le peuple est passé du statut de mandat au peuple souverain. En devenant souverain, ils deviennent immédiatement, ils acquièrent le terme de citoyen. Voilà. En Afrique, c'est pas le cas. Les indépendances en Côte d'Ivoire, c'est une indépendance qu'on nous a donnée. Notre constitution a été écrite à l'Assemblée nationale de la France, dans un bureau devant Faure-Brémy, à qui on a lu à haute voix. L'indépendance ne se donne pas. Donc en un mot, les pays africains ne sont pas des pays indépendants. Non, ce ne sont pas des pays indépendants. Nous sommes des pays à qui la France a donné l'indépendance pour éviter la guerre de décolonisation au lendemain de ce qui s'est passé en Algérie et en Indochine. Donc au jour d'aujourd'hui, votre combat, c'est d'amener
la jeunesse, les Africains, à prendre conscience qu'il faille aller aux indépendances? Les Africains, c'est trop dit. Je dis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao et le café. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où la France a investi toutes ses capacités de réserve. Si la Côte d'Ivoire échappe à la France, l'Afrique francophone échappe entièrement à la France. Donc, quand on veut mettre un train en marche, il faut une locomotive. La locomotive pour la libération en Afrique noire, là, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire échoue, le reste des pays africains vont échouer. Voilà pourquoi nous avons été bombardés en 2011, juste pour une simple élection qui n'était pas une en réalité. Oui. Donc, aujourd'hui, notre combat, c'est de faire en sorte que le peuple ivoirien conquiert sa véritable liberté. Les gens ont pensé que c'était un problème à Laurent Gbagbo, à Alassane Ouattara et la France. Non. Le problème se pose pas. Pour que ce peuple-là conquiert sa liberté, quels sont les moyens, à votre avis, dont dispose ce peuple? D'abord, il fallait que le peuple ivoirien soit éduqué politiquement. Et le combat qu'a mené mon ami Laurent Gbagbo avec le Front populaire ivoirien, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où l'Ivoirien moyen, le petit Ivoirien qui est à Yopougon, qui est même à la campagne, sait qu'aujourd'hui, tout son problème, toute la machine qui bloque son développement, c'est la France. Ça déjà, c'est important. Voilà. Et parce que amener quelqu'un au combat sans qu'il sache pourquoi il va au combat, c'est un crime. Donc il fallait que les gens sachent pourquoi ils meurent. Aujourd'hui, les Ivoiriens doivent comprendre, les jeunes Africains doivent comprendre. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes des citoyens? Alors si nous sommes des citoyens, voici une guerre civile, on dit guerre civile, guerre post-électorale, où il y a eu un bombardement des avions étrangers. Quelqu'un s'est levé un matin, Kakou Dikaoué, qui a fait une conférence de presse au siège du PDCI et qui a annoncé un chiffre de 3000 morts, selon lui, qui découlait du recensement des militants du RHDP. Le chiffre de 3000 morts a été saisi au vol par Alassane Ouattara, qui l'a confié aux médias internationaux pour justifier le nombre de personnes qui avaient perdu la vie en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Abidjan. On a eu 12 000 morts à Abidjan. Les morts ont été ramassés pendant 3 mois. Mais pourquoi l'Ivoirien aujourd'hui ne se pose pas la question de savoir pourquoi il n'y a même pas une commission d'enquête? Mais le président Alassane Ouattara avait mis en place une commission d'enquête qui a rendu ses conclusions. Mais Alassane Ouattara, c'est un agent. Et la conclusion a dit quoi? Il y a eu combien de morts? 12 000 morts? Sur les 3000 morts, il me semble que 1200 ont été attribués au camp Gbagbo, 800 et quelques au camp d'Alassane, et le reste, bon, à des milices. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que c'est avec ce gouvernement en place que j'ai appris qu'un mort avait une étiquette? Alors, sur le front de quelqu'un qui est mort, on va trouver une balle avec le nom de Gbagbo. Sur le front. Et sur le front de quelqu'un qui est une personne qui est décédée, on trouve une balle avec un nom, Alassane Ouattara. Sur le front de quelqu'un qui est mort, on va trouver une balle avec un nom, milicien. Je pense que dans notre pays, on n'a pas encore appris à connaître la valeur de quelqu'un qui meurt. Et ça, c'est un concept que les Sud-Africains avaient développé. Quand il s'agit de noirs, on ne parle pas d'être humain, on parle de mort vague. Mais quand c'est un blanc qui est tué, jusque là encore on le voit dans les médias occidentaux, on le voit même encore au Mali, où pour un otage français, on libère 4 terroristes qui ont tué des Maliens. Parce que les Maliens n'ont pas de valeur. Aux yeux du monde français, aux yeux du monde européen, quand c'est des morts noirs, là, ça n'a pas de valeur. Vous voyez? Le vrai combat, il est à ce niveau-là. Est-ce que nous sommes des citoyens? Si nous sommes des citoyens, on doit nous respecter. C'est cela, c'est le combat du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous disons que ce qui s'est passé en 2011 n'est même pas du fait de Ouattara, ça le dépasse lui-même. C'est Sarkozy qui continue à le revendiquer, que c'est lui qui a décidé d'enlever Gbagbo du pouvoir et d'y mettre Alassane Ouattara. Donc notre combat, c'est contre la France. Si nous combattons la France, vous allez voir qu'ils vont donner des ordres pour que Ouattara faiblisse. Parce que ce que les Européens veulent, c'est que nous, les Noirs, entre nous, les Noirs africains, on se décime pour des querelles intestines.
Et quels sont les moyens dont nous disposons pour cela? Quand on prend l'histoire des peuples, vous prenez l'histoire de la Russie, vous prenez l'histoire de la France, vous prenez l'histoire des États-Unis, le respect d'un peuple vient toujours de sa volonté de se libérer du joug colonial. C'est le même truc. En Afrique francophone, en Afrique noire, il nous fallait travailler à la mise sur le pied d'un corps expéditionnaire. Des jeunes volontaires, des combattants de la liberté. C'est ce qui nous manque. Une chair à canon qui est prête à mourir au nom du peuple pour que notre génération future ait au moins un avenir. Sinon, on ne va pas d'avenir. Et vous ne pensez pas que la voie pacifique, démocratique puisse amener la France, l'Ouest de l'Afrique à la démocratie? Déjà, démocratie? on entre dans la voie pacifique ou démocratique. Il faut déjà qu'on soit considéré comme être humain. Si on était considéré comme des êtres humains, on aurait envoyé une commission d'enquête indépendante en Côte d'Ivoire pour voir qui est mort, combien de morts il y a eu déjà. On ne cherche même pas à savoir de quel camp ils sont. Mais combien de morts il y a eu pendant cette guerre civile qui a commencé en 2002 et qui s'est terminée en 2011. Parce que la commission d'enquête s'est concentrée sur les événements de 2010 à 2011. Mais combien les rebelles ont tué à l'Ouest? En une journée, d'abord, les rebelles de Guillaume Soro, quand ils montaient sur Abidjan en 2011, ils ont fait à Diokou près de 800 morts. Les 800 morts, comme par hasard, quand vous allez regarder, selon les enquêtes dont on a reçu uniquement ici, les rebelles se sont acharnés sur tous les hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a une orientation. C'est une orientation idéologique. Voilà. Des gens sont venus pour s'accaparer des terres. Pour récupérer les terres, il faut d'abord nettoyer donc la population. Le meilleur moyen pour nettoyer la population, c'est de tuer les hommes. Mais justement, à ce propos, il a été toujours dit que s'il y a eu des massacres à l'Ouest, c'est parce que l'Ouest avait massivement voté pour Laurent Gbagbo. Donc ça balaie totalement ce que vous êtes en train d'avancer comme argument. Moi, je ne comprends pas. On nous dit que nous sommes dans une démocratie. Alors ça veut dire que demain, s'il y a une guerre civile, s'il y a une rébellion nouvelle qui arrive, il faut aller nettoyer l'Ouest, il faut aller nettoyer le Nord, parce que le Nord a voté massivement pour Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara, même en arrivant au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour permettre aux gens du Nord de rattraper le retard qu'ils ont eu pendant le développement de la Côte d'Ivoire pendant les 50 ans de l'indépendance. Donc, le Nord et le Nordiste, pour avoir voté pour Ouattara massivement, doivent s'attendre à un génocide aussi. C'est ça. Je pense que c'est un problème qui dépasse la communication de Ouattara. Parce que les massacres en Côte d'Ivoire n'ont pas commencé avec l'indépendance. Les massacres ont commencé depuis 1822 en Côte d'Ivoire. Les massacres coloniaux ont commencé depuis 1822. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le respect de l'homme ivoirien et à travers l'homme ivoirien, l'homme africain. C'est ça le vaste combat. Parce que le reste là, on ne peut pas faire du colmatage à chaque fois. Oui, bon, voilà, ce qui s'est passé en 2011, c'est une crise électorale qui opposait les partisans de Gbagbo et les partisans de Ouattara. Maintenant, c'est terminé, Ouattara pour le pouvoir, Gbagbo est à la CPI. On continue, on va faire des élections. Il y a des bagarres qui se passent dans les états-majors parce qu'on va aux élections, et chacun va être candidat. Le fond du problème n'est pas là. Le fond du problème est que lorsque quelqu'un viendra au pouvoir en Côte d'Ivoire et qu'il va vouloir gérer notre pays au nom des intérêts du peuple ivoirien, il va se retrouver en face de la force Bicol. Nous avons dans notre pays une armée d'occupation qui a tué en 2004 le général qui a donné l'ordre de tirer sur la population devant le territoire. Il a la retraite ici. Le général Poncet est à la retraite. Sarkozy se promène à Paris ici. Alors, Gbagbo est à La Haye. On l'accuse de crimes contre l'humanité. Sarkozy qui a donné l'ordre de bombarder Abidjan, il se promène. Il n'y a aucun mandat contre lui. Le général Poncet qui a donné l'ordre de tirer sur les gens devant le territoire où il y a eu 26 morts et 204 et plus de 2000 blessés. Il n'y a même pas un petit mandat contre lui. Alors, je veux qu'on m'explique pourquoi, quelle différence il y a entre un homme blanc français qui peut donner l'ordre de tuer un noir et puis un noir
est impliqué dans un conflit dans lequel, parce qu'il gère les intérêts français, lui, on l'accuse de crimes contre l'humanité. C'est cette nuance-là qui me pousse, moi, en tant qu'intellectuel, parce que sincèrement, qu'est-ce que je fous dans ce combat? Monsieur Bernard Doza, nous constatons, d'après votre biographie, que vous avez beaucoup fait l'exil. Votre pays, la Côte d'Ivoire, ne vous manque pas? Moi, je suis venu à Paris en 1977. Je sortais d'un pays du parti unique. Dans ce parti unique-là, on épinglait les gens de ma région comme étant des comploteurs permanents. Donc j'avais quitté le pays dans l'intention de ne pas y retourner. Je voulais même aller aux États-Unis, aller faire du cinéma. Et c'est mon grand frère que j'ai trouvé ici, qui m'a d'ailleurs amené à l'université. C'est celui qui m'a dit, mais de toute façon, tu ne peux pas fuir éternellement. Si tu quittes la Côte d'Ivoire, que tu arrives à Paris, tu veux quitter Paris pour aller aux États-Unis, ou même les États-Unis, tu veux aller aux Philippines ou au Japon, tu es né ivoirien, ton pays va te manquer. Donc, que de fuir éternellement, il vaut mieux te battre pour le changer. C'est comme ça que nous sommes entrés dans le groupe d'études communistes. Vous voyez? Et de tous ceux qui sont entrés dans le groupe communiste, c'est moi qui suis entré dans les médias. C'est pour ça que les gens me voient et on parle. Sinon, il y a beaucoup qui sont derrière qu'on ne connaît pas. Et qui ont décidé, qui sont volontaires pour le changement. Revenons un tout petit peu sur l'actualité du moment en Côte d'Ivoire. Au niveau du parti du président Laurent Gbagbo, Afrique Descente vient d'envoyer, n'est-ce pas, son parti en justice. Alors, quel est votre sentiment concernant cette affaire? Bon, c'est une affaire assez compliquée, mais moi, c'est des choses que j'avais déjà prévues, hein, parce que, bon, Laurent Gbagbo, qui est un ami personnel, dans les rapports d'amitié, sur le concept idéologique, nous étions déjà un peu séparés, dans la mesure où moi j'ai toujours considéré que l'ennemi en Côte d'Ivoire, c'est l'homme du PDCI-RDA, c'est la droite. Donc, si on veut réellement libérer la Côte d'Ivoire, la droite du PDCI qui avait déjà capitulé devant le colonialisme en 1950 et qui a eu le mandat de la part des Français de gérer notre pays au compte de la France, un homme du PDCI ne peut pas être un collaborateur. Gbagbo a pensé qu'avec l'évolution des mentalités, on pouvait transformer les gens du PDCI. Non. Et c'est parce qu'il a passé son temps à draguer les gens du PDCI pour former un gouvernement que finalement, il s'est retrouvé en prison aujourd'hui. Parce que les 90% de ses collaborateurs viennent du PDCI-RDA. C'est des gens qui ne croient pas à l'idée de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne voient que l'argent. C'est des gens qui ne pensent qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'argent et ensuite il y a la France qui protège nos intérêts. Voilà comment réfléchit l'homme du PDCI. Donc un homme comme ça, dont le parti a été battu par les colons en juin 50, un homme comme cela, que ce soit au Foubani, ou même que ce soit les derniers du PDCI qui aujourd'hui veulent prétendre au pouvoir politique. Bon, quand je parle des derniers, c'est ici Amara, Bani, même Kakabe, ils ont tous la graine de cette mentalité-là de vouloir toujours gouverner le pays en divisant les peuples pour régner. Kakabe a tenu un discours sur la bêtise des Gagnois en disant que les gens parlent chaque fois des massacres de 1970 à Gagnois. Mais les Baoulés que les Bétés ont tués à Gagnois sont plus nombreux que les 4000 paysans dont on parle souvent. Voici des gens qui ont gouverné toujours dans la division ethnique en Côte d'Ivoire et qui prétendent que si eux ne sont pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir la paix. Et malgré ce que vous venez de dire, qui montre quand même la hauteur d'esprit du président Gbagbo, il a été présenté pendant plus de 10 ans comme étant un dictateur. Ça prête à confusion. Qui présente Gbagbo comme un dictateur? Ce sont les médias européens, mais même les médias du RDR et même du PDCI. C'est normal. C'est normal. D'abord, Gbagbo prend le pouvoir en 2000, on l'empêche de gouverner. Vous voyez, il faut prendre chronologiquement les événements. Entre le 26 octobre, entre même le 22 octobre, tout ce qui s'est déroulé jusqu'à la prestation de serment de Gbagbo, jusqu'en décembre 2000, pour les législatives, il faut voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais
que Gbagbo passe pour un dictateur, c'est pas ça qui me pose problème. Le problème, c'est que chaque fois qu'un nationaliste africain prend le pouvoir en Afrique, dans n'importe quel pays, on a eu affaire au même discours. Oui, on avait dit la même chose sur Sékou Touré, on avait dit les mêmes choses sur Kwame Nkrumah, on a dit les mêmes choses sur Modibo Keïta, on a dit les mêmes choses sur Thomas Sankara. C'est la même chose qu'on dit sur Gbagbo aujourd'hui. C'est pas ça qui est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, les peuples africains semblent être surpris par le discours des médias occidentaux. Voilà, c'est ça qui est surprenant. Alors, Monsieur Bernard Doza, nous arrivons au terme de notre entretien. Et vous avez un appel à lancer vis-à-vis des Ivoiriens. Je voulais donc dire aux Ivoiriens que, effectivement, en 2011, nous avons été bombardés. Nous avons été bombardés en Côte d'Ivoire par la France, par l'ONUCI, par les Comores et par le FRC qui était héliporté sur les immeubles ivoiriens pour tuer la Côte d'Ivoire. Mais pendant ces tueries, une certaine génération a pris les armes. Certains ont parlé de miliciens. Un milicien, c'est qui? On a eu affaire à des miliciens en France ici. Quand la France était envahie par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et que les bons Français ont fui pour aller à Londres, y compris De Gaulle, qui combattait ici les Allemands? C'était Jean Moulin avec ses miliciens. C'était des patriotes. Avant que les indigènes des colonies n'arrivent pour prêter main forte à ces patriotes-là, la France n'avait que ces patriotes pour combattre les Allemands. C'est eux qui les harcelaient dans les rues de Paris. On a vu un homme d'argent qui est arrivé en Côte d'Ivoire et qui a dit « La conviction n'existe pas. Tu veux voir la Côte d'Ivoire, voici l'argent. » Il va voir Konan Bédié. Il dit à Konan Bédié, dis au PDCI de me voter. Tu veux de l'argent? Tu aimes l'argent? Je le sais. Voici 68 milliards. Donne-moi le PDCI, laisse-le comme candidat aux élections présidentielles. Aujourd'hui, des individus se lèvent dans le PDCI et disent non, nous voulons notre candidat. Il y a eu bagarre au siège du PDCI. Avant le PDCI, on a approché le leader du FPI, qui est Afin Guessa. L'argent a été donné à Afin Guessa pour qu'Afin Guessa tue l'esprit souverainiste dans le Front populaire ivoirien pour le donner à Ouattara comme instrument de légitimation à des élections futures. Voici dans quoi nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a eu des bagarres qui sont passées encore dans le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est des bagarres partout. La base, c'est l'argent. Et qui est la base? C'est Alassane Ouattara qui est venu dans notre pays avec l'argent pour enlever la conscience au peuple de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens, nous allons entrer bientôt dans l'année 2015. Cette année 2015, il faut que chaque Ivoirien dorme en paix. Je vois que beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, on les attaque d'AVC. Ils ont des maladies, ils ont des cancers. Tout cela parce que notre pays a été bombardé. Ceux qui n'ont pas pu être sur le terrain, qui n'ont pas eu les capacités de faire quelque chose, souffrent en eux-mêmes. Et chaque jour, ils ont des maladies qu'on ne connaissait pas. Moi, je m'appelle Bernard Doza. Je suis venu en France depuis 1977. Je n'ai jamais travaillé avec un gouvernement. J'ai eu 1000 propositions, j'ai refusé. Les gens parlent, non, on ne me connaît pas. Je suis là, je n'ai aucun compte. Je n'ai pas d'argent. À cause du combat pour mon pays, je n'ai plus de famille aujourd'hui. Je dors chez des amis. Je dors de logement en logement. Vous voyez, quand on aime son pays, on sacrifie ce qui est plus cher en soi. C'est ce qu'a dit Laurent Gbagbo en 88 quand je suis allé l'interviewer à Abidjan. Quand on aime son pays, on sacrifie ce qu'on a le plus cher en soi. Et ce qu'on a le plus cher en soi, c'est quoi? C'est la famille, c'est ses enfants. On ne les voit pas grandir. Il se pose la question, pourquoi tu les as mis au monde si tu n'es jamais dans la maison pour les donner à manger? Mais ça, c'est le prix à payer pour que notre pays demain soit un pays où une nouvelle génération sera fière de se présenter et de dire nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes un pays qui on a brillé avant l'Afrique. Aujourd'hui, l'Ivoirien est dans les camps de réfugiés. Il est au Ghana, il est au Togo, il est au Bénin. Il meurt de faim, il crève de faim, il n'a rien à manger. Pourquoi? On se moque de lui. Parce que l'Ivoirien avant, c'est chez lui qu'on venait. Et on le trouvait hautain. Aujourd'hui, c'est l'Ivoirien qui bat chez les autres,
qui va mendier. Il devient un homme de moquerie. Les femmes se prostituent dans les camps de réfugiés. Vous trouvez 1000 francs pour manger au Ghana, au Togo. J'en viens. Alors, les gens sont dans la désolation de voir que les réfugiés, les cadres des réfugiés, les pro-Gbagbo, aujourd'hui décident de rentrer en Côte d'Ivoire sans que Ouattara n'ait levé un minimum sur ce qu'on avait exigé, au moins que la démocratie revienne. Les gens sont fatigués, ils ont faim, donc ils rentrent, la tête basse. Mais j'ai dit aux Ivoiriens que le combat n'est pas terminé. Une nouvelle génération va s'élever bientôt. Je vous remercie.